Bonjour, donc nous allons continuer notre cours. Dans la séance précédente, nous avons donc parlé de la méthode phytosociologique. On avait dit qu'elle était fondée sur deux étapes, une étape analytique et une étape synthétique. Nous avons commencé par expliquer la méthode analytique, par parler de la méthode analytique. Donc, on avait dit qu'elle était basée essentiellement sur le relevé de végétation. Alors, on avait défini le relevé de végétation, expliqué comment il était délimité et choisi à l'intérieur de l'individu d'association. Alors, donc là, j'ai un exemple donc de relevé pris dans la forêt de Marmora. D'accord? Donc, il faut préciser la localité exacte, là où a été pris le relevé, la localité exacte, l'information végétale, donc forêt, matorral, etc. Donc, la forêt de Marmora, donc c'est pris dans donc le relevé est pris dans la forêt de Marmora. Donc, ici, formation végétale, on va mettre forêt. Il faut préciser l'altitude. Donc, nous avons les moyens ces temps-ci de préciser l'altitude grâce à l'outil GPS que tout le monde a dans son téléphone. Donc, ça peut fournir des données sur l'altitude. Donc, il faut préciser l'exposition, la pente, le substratum géologique, la surface du relevé. D'accord? Donc, on peut remplir ici, donc aussi pour la description du sol à différentes profondeurs. D'accord? Donc, on peut le faire si on a les moyens. Mais sinon, ce qui est le plus important ici, c'est de dresser notre liste, de dresser la liste floristique. Donc, on va commencer par la strate arborescente. Il faut préciser sa hauteur et son recouvrement. Alors, la strate arbustive également, hauteur et recouvrement. De même pour la strate herbacée. Bon, alors donc pour la strate arborescente, donc par exemple dans la forêt de Marmora, si le relevé est pris dans la forêt de Marmora, les deux espèces arborescentes de la forêt de Marmora sont essentiellement Quercus suber et Pyrrhus marmorensis. Alors Quercus suber, il est assez abondant. Donc bien sûr, c'est l'espèce qui organise la forêt. C'est l'espèce organisatrice de la forêt de la Marmora. Pyrrhus marmorensis, par contre, il est là, mais il est assez rare. Même si c'est une espèce endémique de la forêt de Marmora. Alors, il n'est pas très abondant à l'intérieur de la formation forestière. Bon, alors donc voilà, il faut préciser donc les indices d'abondance-dominance et de sociabilité. Le premier indice, c'est celui d'abondance-dominance. Le deuxième indice, c'est celui de sociabilité. Alors, nous avions indiqué les échelles des deux indices la dernière fois. Les deux indices sont placés en parenthèse et séparés par une virgule. Donc, la strate arbustive est, comme exemple donc, de strate arbustive de la forêt de Marmora, Timelia litroides, Camerops humilis, Daphne gnidium, Asparagus albus, etc. Bon, pour la strate herbacée, donc, on a donné l'exemple d'Asphodélus microcarpus, Virula communis, Plantagochronopus, Trifolium stellatum, etc. Bon. Alors, on passe. Alors, nous avons parlé de trois paramètres. La dernière fois, on avait parlé de trois paramètres. L'abondance, un indice quantitatif qui est l'abondance-dominance, un indice qualitatif, c'est la sociabilité, et on avait décrit l'état de vitalité à l'intérieur des espèces végétales, l'état de vitalité des espèces végétales à l'intérieur du relevé floristique. On devait décrire l'état de vitalité des espèces végétales à l'intérieur du relevé floristique. Alors ces trois paramètres permettent la description, permettent de décrire donc l'organisation horizontale du relevé floristique. Mais à travers donc ce relevé floristique, cela permet de décrire l'organisation horizontale de l'individu d'association. Alors, donc le premier paramètre, abondance-dominance, il est constitué de deux mots, abondance et dominance. Alors l'abondance, c'est la proportion relative des individus d'une espèce donnée. La dominance, c'est la surface couverte par cette espèce. Alors ce sont là deux notions qui sont très voisines. C'est pour cela qu'il a été convenu de les apprécier selon une même échelle.
Alors la sociabilité, c'est la répartition des individus à l'intérieur du relevé. Alors, cette répartition des individus à l'intérieur du relevé n'est pas la même pour toutes les espèces. On avait parlé de cela donc dans la séance précédente. Les individus peuvent être dispersés ou bien groupés. Cela dépend plus ou moins, cela dépend du mode de propagation propre à l'espèce. Bon, cela dépend, donc ici, cela dépend plus du mode de propagation propre à l'espèce que des conditions du milieu. Quand on dit mode de propagation, c'est-à-dire mode de dispersion, de dissémination des graines. Donc, la sociabilité est donc progressivement abandonnée dans les études phytosociologiques. Alors, donc, pourquoi? Parce que euh, c'est une notion qui est liée au type biologique et par la suite au mode de dispersion des espèces. Alors, la vitalité, donc pour la vitalité, il faut signaler si les espèces sont mal développées ou bien développées dans un relevé donné. Alors, ces espèces correspondent souvent à un reste d'une phase antérieure de l'association. Dans ce cas-là, ça se voit à leur état de santé, ou bien l'état de conservation plutôt, hein, à leur état de conservation. Donc, il est important, cette vitalité, c'est une notion importante, hein, dans l'étude de la dynamique de la végétation. Donc, on passe à l'autre. Voilà. Bon, alors pour l'organisation verticale, donc tout à l'heure on avait parlé de l'organisation horizontale qui était évaluée grâce aux indices quantitatifs et qualitatifs et grâce à la vitalité. Alors ici on va on va parler de l'organisation verticale à l'intérieur du relevé floristique. Cette organisation verticale, elle est équivalente à la stratification. C'est la stratification. Bon, elle est appelée stratification, l'organisation verticale. Alors, donc, on peut avoir des groupements monostrates qui sont constitués de plantes de même taille, hein, comme par exemple une pelouse, ou bien une plantation de jeunes arbres. Donc, une plantation monostrate. Donc, nous avons que la strate. Une formation qui ne contient que la strate herbacée, comme la pelouse, ou bien une formation qui ne contient que les arbres, comme le type de comme la plantation. Alors, je reprends mon stylet, que je perds de temps en temps. Bon, alors voilà, plantation donc de jeunes arbres, c'est une formation qui ne contient qu'une seule strate, c'est la strate arborescente. On peut avoir des groupements stratifiés. C'est le plus souvent le cas. Normalement, c'est le plus souvent le cas, hein. Donc, 4 strates sont généralement distinguées dans une forêt. La strate arborescente, la strate arbustive, la strate herbacée et la strate mucinale. La strate mucinale, elle est relative aux mousses ou bien aux bryophytes. Donc, c'est une végétation qui pousse à ras le sol, hein. Donc, c'est une végétation, donc, ce sont des végétaux de très très petite taille. La densité de la strate forestière conditionne la lumière disponible pour les strates du sous-bois. Donc, on donne l'exemple de la forêt de Marmora. Donc, l'absence du sous-bois dans la forêt de Marmora, c'est-à-dire l'absence de la strate arbustive, comme dans le cas des formations thérophytisées, entraîne la disparition des jeunes plants de chêne-liège au cours de leur première année végétative. Pourquoi? Donc tout simplement parce que les plants se dessèchent au cours du premier été, parce qu'elles n'ont pas d'abri, elles ne sont pas abritées par une strate arbustive. La strate arbustive, normalement, dans la forêt de Marmora, elle assure d'abord un abri contre un abri contre le fort ensoleillement pendant la saison estivale. Donc cette strate arbustive assure également au plant les plants de chêne-liège, on veut dire les petits plants de chêne-liège, ne vont pas être, seront à l'abri du bétail, de la dent donc ils seront à l'abri de la dent du bétail.
D'accord? Donc ils ne seront pas broutés par le bétail, hein, dans ce cas-là. Mais quand on a quand la strate arbustive est absente, hein, les plants se dessèchent au cours du premier été et les plants sont broutés par le bétail. D'accord? Donc la strate arbustive, elle assure d'abord une protection contre l'ensoleillement, contre la dessiccation et contre la dent du bétail. Donc, tout simplement parce que voilà, les plants ne sont pas abrités par les arbustes. Donc voilà, dans la forêt de Mamora, il y a eu à un moment donné donc euh, une gestion qui allait vers la, la coupe de la strate arbustive pour planter des, pour installer une plantation de chêne-liège. Alors ces plantations de chêne-liège avec donc euh, en absence de strate arbustive étaient vraiment vouées à l'échec. Ils n'ont pas du tout réussi. Hein, donc les plants de chêne-liège ont disparu au cours du premier été parce qu'ils étaient desséchés par le soleil. Hein, donc surtout quand la couche d'argile est trop loin de la surface. C'est-à-dire que le plant de chêne-liège n'a pas le temps, la racine du chêne-liège n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à la couche d'argile, hein, couche ou donc couche réservoir d'eau. Donc voici un exemple de stratification ou bien d'organisation verticale à l'intérieur d'un relevé de végétation. Donc là, nous avons donc une formation pluristratifiée. Le groupement végétal peut être donc caractérisé d'abord par son organisation horizontale. Donc ceci à travers le recouvrement des espèces du groupement, leur abondance et leur vitalité. Nous avons déjà parlé de cela avant. Alors, donc le groupement végétal peut être également caractérisé par son organisation verticale, c'est-à-dire par sa stratification. Il peut être finalement caractérisé par son organisation saisonnière, c'est-à-dire une organisation dans le temps, ce qu'on appelle la périodicité. Ce sont les modifications qui apparaissent dans les groupements végétaux le long de l'année. Ces modifications dépendent des variations saisonnières de température, en premier lieu, et puis de l'alternance des périodes de pluie et de sécheresse. L'organisation saisonnière d'un groupement est marquée par la période propre de l'espèce dominante. Donc, nous donnons ici l'exemple d'un groupement végétal donc, constitué de végétation herbacée dominée par la floraison de Papaver rose, le coquelicot. C'est une photographie qui a été réalisée au printemps. Un peu plus tard, vers le mois de juillet et début du mois d'août, le paysage sera plutôt marqué par une autre espèce, la floraison d'une autre espèce. Hein, l'espèce s'appelle Centorium érythrée. Donc le paysage va changer d'une période à une autre, d'une saison à une autre. Il sera marqué par des espèces différentes en fonction de leur floraison. L'illustration suivante montre un paysage estival, donc où la végétation a complètement, la végétation est complètement sèche, hein, les plantes annuelles ont séché et le paysage est devenu donc ce que vous voyez là, tout à fait jaune, marqué par la couleur jaune estivale. Donc, on avait parlé avant de l'étape analytique qui était basée sur le relevé floristique. Donc, maintenant, on passe à l'étape synthétique, la deuxième étape de la méthodologie phytosociologique. C'est l'étape synthétique qui correspond à l'exploitation des relevés. Alors, cette étape, c'est l'élaboration
des tableaux phytosociologiques à partir desquels se dégageront les caractères synthétiques des groupements végétaux. Alors, pour qu'un groupement puisse être décrit correctement, il faut disposer d'un nombre de relevés suffisamment grand, en général entre 5 et 20 relevés, pour que les interprétations soient donc fiables, hein, donc pour que donc le travail soit fiable. Les tableaux phytosociologiques feront l'objet de notre TD, donc prochainement. On distingue alors, pour les tableaux phytosociologiques, deux types, donc les tableaux détaillés et les tableaux synthétiques. Les tableaux détaillés sont construits à partir des relevés eux-mêmes selon une double entrée. Donc pour la ligne, c'est-à-dire horizontalement, on insère les espèces, on met les espèces. Dans les colonnes, c'est-à-dire verticalement, on place les coefficients des relevés. Les relevés, une fois effectués sur le terrain, sont ramenés au laboratoire pour un premier tri, un premier dépouillement. Donc, ces relevés sont triés donc, en fonction de la physionomie de l'individu d'association. Donc, on place par exemple les relevés qui se ressemblent ensemble, hein. Donc, nous allons constituer des lots de relevés. Alors, chaque lot de relevés fera l'objet d'un tableau brut. L'exemple que vous voyez, c'est l'exemple d'un tableau brut où on a placé les relevés qui se ressemblent physionomiquement d'abord. Alors, selon un premier tri, un premier dépouillement. Donc voilà, les relevés qui se ressemblent sont placés dans ce tableau. Je ramène le pointeur laser. Donc pour chaque relevé, il faut mettre, donc il faut compléter, il fallait compléter ici les coordonnées, GPS, l'altitude, le type de formation végétale, l'exposition, la localité du substratum géologique, la surface du relevé. Donc les espèces arborescentes en premier lieu, les espèces arbustives ensuite, et puis les espèces herbacées. Donc pour chaque espèce, hein, dans chaque relevé, pour chaque espèce, on insère les deux indices. Le premier, c'est celui d'abondance-dominance et le second, c'est celui de sociabilité. Donc là, c'est un tableau brut. L'élaboration d'un tableau phytosociologique de détail se fait par étapes successives de comparaison analogique de relevés réunis dans différents tableaux. Donc on commence par le tableau brut qui réunit les relevés dans l'ordre de leur dépouillement. Ensuite, il y a le tableau de présence où sont classées les espèces en fonction de leur présence décroissante. Dans le tableau partiel, nous n'allons garder que les espèces qui présentent des taux de présence supérieurs à 20%. Donc nous allons supprimer toutes les espèces dont la présence est inférieure à 20%. Le tableau ordonné fait apparaître les groupes statistiques ou paquets d'espèces qui sont liés. Alors, dans ce tableau, nous allons réunir à proximité les uns des autres les relevés qui se ressemblent le plus. Donc finalement, il y a le tableau phytosociologique définitif qui classe les espèces par catégorie phytosociologique. Et à l'intérieur même de cette catégorie seront présentées les espèces par présence décroissante. Donc, en ce qui concerne la présence, on appelle indice de présence d'une espèce dans un groupement donné le pourcentage des relevés de ce groupement qui contiennent l'espèce. Les classes de présence sont présentées, donc sont comme suit. Donc, catégorie 5, présence supérieure à 81%, donc catégorie 4,
taux de présence compris entre 61 et 80%, etc. Donc, en ce qui concerne la notion de fidélité, euh, la comparaison des listes d'espèces des différents groupements montre que certaines espèces peuvent se rencontrer indifféremment dans un groupement ou dans un autre, tandis que d'autres espèces sont intimement liées à quelques groupements ou même à un seul groupement. Donc la fidélité finalement, elle exprime le degré de liaison des espèces à un groupement. Dans un tableau, on va distinguer des espèces caractéristiques, des espèces différentielles et des espèces campagnes. Donc les espèces caractéristiques sont des taxons, espèces, sous-espèces, variétés qui sont liées exclusivement à un groupement déterminé ou syntaxon du niveau association, alliance, ordre, classe ou division. Il existe alors donc des caractéristiques de l'association, des caractéristiques de l'alliance, des caractéristiques de l'ordre, etc. Il faut remarquer qu'une espèce caractéristique n'est pas nécessairement abondante à l'intérieur du groupement. Elle peut avoir une écologie particulière et être même rare dans le groupement. On donne l'exemple de l'association Pyromamorensis quercetum suberis, alors qui a ici deux espèces caractéristiques, c'est Quercus suber et Pyrrhus mamorensis. Alors, si Quercus suber en tant qu'essence organisatrice de la subérée de la marmora est abondante dans l'air de l'association. Le poirier est plutôt rare. Le poirier de marmora est plutôt rare, mais c'est une espèce endémique qui donne des indications sur le milieu sur le milieu où se trouve l'association. Effectivement, une espèce caractéristique peut théoriquement donner de meilleures indications sur la reconnaissance du groupement et sur son écologie. Alors, le cas par exemple ici de l'association Pyromamorensis quercetum suberis, avec les deux espèces caractéristiques qui sont Quercus suber et Pyrrhus mamorensis. Alors, ces deux espèces donnent des indications sur l'état, sur le type de sol. C'est un sol siliceux, c'est un sol sableux. Donc, elles donnent également des indications sur le type de bioclimat. C'est un bioclimat qui se donc qui peut être subhumide ou semi-aride. Mais il ne peut pas être humide, il ne peut pas être aride. D'accord? Donc voilà, ce sont des espèces qui donnent des indications sur la reconnaissance du groupement, d'abord, et sur son écologie, ensuite. Donc on donne aussi l'exemple d'une autre association, c'est la Calicotomo intermédiae tetraclinetum. Alors la combinaison de l'ensemble des espèces de cette association est originale et se distingue de celle de toutes les autres associations. Alors les espèces caractéristiques de cette association, qui sont Tetraclinis articulata, Calicotum intermédiae, Camerops humidis et Quercus coccifera, se retrouvent dans au moins deux ou trois autres associations à Thuya, mais la cohabitation de ces espèces toutes ensemble est strictement liée à l'ère du Calicotomo tetraclinetum. Donc finalement, les espèces ne sont pas prises indépendamment les unes des autres, de manière individuelle. Non, ce sont les associations, les combinaisons qui sont caractéristiques et pas l'espèce prise donc de manière isolée. Donc parmi les espèces caractéristiques, on distingue celles qui sont absolues, exclusives. Ce sont des espèces pratiquement limitées aux milieux particuliers. Parmi ces milieux particuliers, on donne l'exemple de rochers où poussent les espèces dites saxicoles, des sols salés où poussent les espèces dites halophiles et les tourbières où poussent les espèces dites hygrophiles. Alors, donc ce sont trois types de milieux particuliers qu'on donne comme exemple. Alors, donc on donne
également l'exemple d'une espèce saxicole qui s'appelle Ribes alpinum et qui pousse sur les rochers de haute montagne. Et les caractéristiques des associations sur les rochers de haute montagne, qui poussent sur les rochers de haute montagne. Alors dans les milieux salés, les espèces caractéristiques donc exclusives peuvent être donc Atriplex alimus, Salicornia arabica, Spergularia tenuifolia, Suaeda fruticosa, etc. Hein. Donc ces espèces poussent dans les milieux salés et peuvent être donc caractéristiques d'associations se développant dans les milieux salés. Alors on donne l'exemple aussi des tourbières où les associations sont essentiellement organisées par une espèce de bryophyte qui s'appelle Sphagnum. Alors il existe aussi des espèces transgressives électives. Alors ces espèces sont nettement liées à un groupement mais se rencontrent également dans d'autres groupements d'écologie voisines. Alors, ce sont des espèces qui peuvent caractériser deux unités phytosociologiques différentes qui sont très très éloignées géographiquement, qui sont géographiquement séparées. Mais elles ont donc ces unités ont une écologie voisine. Alors l'exemple d'espèce transgressive, c'est celui de Brachypodium ramosum, espèce caractéristique d'association de pelouses pérennes en France, Italie et en Espagne. Alors cette même espèce est caractéristique de pelouses préforestières à tuya dans le Haut-Atlas occidental. Donc voilà, des espèces transgressives, hein, des espèces caractéristiques d'association, géographiquement éloignées, séparées, mais qui possèdent une écologie voisine. Donc on distingue ensuite les caractéristiques territoriales ou locales. Ces espèces sont liées à un groupement tant qu'on reste dans un territoire donné. La fidélité de ces espèces est beaucoup plus faible dans d'autres territoires dans ce même groupement. Donc l'aire de répartition de ces espèces est beaucoup plus petite que celle du groupement qu'elles caractérisent. Ici, il y a une notion de territorialité. Ces espèces sont liées au groupement dans un territoire donné du groupement et pas sur tout le territoire du groupement. Donc les différentiels sont des taxons liés préférentiellement et souvent localement à une unité de rang inférieur. Donc l'exemple des différentiels qui se rencontrent avec un degré de présence plus élevé dans certains relevés d'une association donnée qui permettent d'y définir deux sous-associations. Alors cela veut dire que par exemple soit une espèce précise, cette espèce se rencontre dans les relevés, dans tous les relevés d'une association donnée, mais dans une partie de ces relevés, elle va se présenter avec un degré de présence plus élevé. Dans ce cas-là, nous allons distinguer deux sous-associations. Une sous-association où cette espèce est présente un degré de présence élevé et une sous-association avec un degré de présence plus faible. Donc voilà, finalement, les différentiels, elles permettent essentiellement de distinguer les sous-associations. Donc finalement, nous allons distinguer les espèces compagnes. Alors les espèces compagnes sont des taxons présents dans de nombreux groupements et peuvent présenter plusieurs niveaux de signification. Alors quand on dit qu'elles sont donc présents, que ces taxons sont présents dans de nombreux groupements, cela signifie que ces taxons présentent ou possèdent une amplitude écologique assez large. Donc, ces taxons présentent plusieurs niveaux de signification, comme les campagnes à signification écologique précise, ce sont des espèces qui vont pousser
qui seront liées à des conditions du milieu, à des conditions précises du milieu, telles que par exemple une forte humidité, un fort ensoleillement, un milieu rocheux, etc. Donc, les campagnes à signification chorologique précise seraient liées à une situation géographique précise. Les campagnes à signification dynamique précise seraient liées à un état un état de conservation de la formation végétale. Donc, une formation végétale, est-ce qu'elle est bien conservée? Est-ce qu'elle est en état de dépérissement? Etc. Donc, en fonction de ces états de conservation ou de dépérissement, donc nous aurons des espèces campagnes différentes. Alors, est lié à un type précis d'état de conservation ou de dépérissement, de la formation végétale finalement. Alors, les accidentelles, nous distinguons finalement les accidentelles sans signification précise ou connue. Donc, voilà. Alors, si les espèces compagnes ne sont pas très bien considérées dans les études phytosociologiques classiques, l'utilisation de l'analyse factorielle donc les prend en considération. Alors, le rôle et la signification des compagnes dans ces analyses ont augmenté fortement, donc dans le sens où ça permet la définition et la délimitation des unités. La notion d'ensemble spécifique normal donc prend en compte la combinaison de la totalité des espèces du groupement. Donc en résumé, une association végétale est caractérisée par la liste complète des espèces. Alors cette liste d'espèces résulte de la réunion des relevés qui servent à définir l'association. L'ensemble des espèces du cortège floristique, donc de cette liste d'espèces, d'une association caractérise les conditions écologiques dans lesquelles se développe cette association. Donc le chêne-liège par exemple et son cortège floristique, il donne des indications sur le type de sol. C'est un sol sableux argileux, sur le type de bioclimat, un bioclimat humide ou un bioclimat semi-aride ou subhumide. Donc voilà. Alors dans cette partie, nous allons parler des syntaxons, ou bien des groupements végétaux et leurs propriétés. Alors remarquez qu'on parle de syntaxons. Alors les syntaxons, en fait, sont des unités définies par la méthodologie phytosociologique. Alors ce sont des groupements végétaux en général, ce sont des groupements végétaux. Mais donc la méthodologie phytosociologique donc, va définir les groupements végétaux, elle va également les délimiter et elle va les hiérarchiser, les ordonner. Quand on dit elle va les hiérarchiser, c'est-à-dire qu'elle va les ordonner. Donc la méthodologie phytosociologique permet de définir d'abord les groupements végétaux, elle va délimiter ces groupements végétaux et elle va les hiérarchiser. Alors, je vous donne l'exemple des taxons. Les taxons définis par la systématique et la taxonomie. Donc, les taxons sont définis par la taxonomie. Alors, pour les taxons, l'unité élémentaire, c'est l'espèce. Et les unités de rang supérieur à l'espèce sont donc le genre, la famille, l'ordre, la classe, etc. Bon, alors pour la méthodologie, donc pour les syntaxons, donc l'unité élémentaire est l'association végétale. Donc les syntaxons, indépendamment de leur rang hiérarchique, possèdent un ensemble de caractères différents et qui sont d'ordre floristique, statistique, structural, écologique, dynamique, chorologique et historique. Donc pour séparer des syntaxons, donc il faut que ces caractères soient différents. Tous ces caractères, donc tous les caractères cités ici, soient différents. Voilà, tous les caractères cités ici, il faut qu'ils soient différents si nous voulons donc définir deux syntaxons différents. Alors, en ce qui concerne les caractères floristiques et statistiques des groupements,
ces caractères sont exprimés par les tableaux, éventuellement accompagnés de cartes d'analyse factorielle de correspondance. Donc les listes d'espèces se répètent statistiquement. Et se répètent puisqu'on va les retrouver dans plusieurs relevés. Donc ces relevés sont réunis, donc vont permettre de dresser un tableau de détail. Alors le groupement les groupements du rang d'association sous-association possèdent un nombre spécifique moyen. Ce nombre spécifique moyen, donc c'est un nombre d'espèces moyen. Il est formé par la moyenne du nombre d'espèces des différents relevés du tableau de détail. Donc on considère un tableau de détail, il contient un certain nombre de relevés, chaque relevé contient un certain nombre d'espèces, et le nombre spécifique moyen, c'est la moyenne du nombre d'espèces de ces différents relevés. Ce nombre est utile pour la détermination de la variabilité de l'homogénéité statistique du groupement. Donc, pour ce qui est des caractères structuraux des groupements, on va distinguer trois aspects: la physionomie et la structure, la phénologie, la périodicité saisonnière. La physionomie et la structure sont déterminées par la forme biologique des espèces constitutives et par leur stratification. Alors, en ce qui concerne la forme biologique des espèces constitutives, nous pouvons donc avoir des phanérophytes, des caméphytes, des géophytes, des hémicryptophytes ou bien des thérophytes. Alors, la physionomie va changer, donc en fonction de la coexistence ou la cohabitation de ces formes biologiques et en fonction du nombre de strates qui vont constituer la formation végétale. Alors, nous donnons l'exemple, des groupements pluristratifiés où les strates inférieures sont absolument conditionnées par la strate dominante. Donc, l'exemple des forêts caducifoliées. Alors, les forêts caducifoliées sont des formations forestières constituées d'arbres qui perdent leurs feuilles en automne. Donc, ce sont des arbres à feuillage caduc. Donc, la couleur ici va être caractéristique, une couleur marron en automne, une couleur verte au printemps. Il n'y a pas de feuillage en hiver. Donc, la physionomie ici, elle est caractéristique. La structure aussi est caractéristique puisque donc la présence ou l'absence de feuillage va conditionner les strates inférieures, donc et conditionner la composition des strates inférieures. Nous donnons également l'exemple des groupements pluristratifiés tels que dans les forêts sympervirantes. Alors les forêts sympervirantes, ce sont des forêts des forêts constituées d'arbres à feuillage persistant. Alors, c'est-à-dire que ici la couleur, donc la physionomie est donc un peu plus constante, c'est vert pendant toute l'année. Alors, le cas des clairières athérophytes dans les pelouses vivaces, donc c'est une physionomie tout à fait particulière. Alors, les ourlets litrophiles et sciaphiles des bordures forestières. Donc, les bordures forestières, par rapport à l'intérieur des forêts, les bordures forestières sont généralement plus dégradées. Donc, puisqu'elles sont généralement plus dégradées, les espèces qui vont s'y présenter sont surtout donc nitrophiles. Donc nous donnons aussi l'exemple des thérophytes halonitrophiles, des dépôts organiques plaqués sur les prés salés. Donc le dernier exemple que nous donnons, c'est le cas des épiphytes et des épilithes. Donc tout à l'heure, nous avons parlé de la physionomie et de la stratification qui pouvaient caractériser un groupement donné. Alors on a donné l'exemple de forêts caducifoliées, de forêts sympervirantes,
donc qui étaient caractérisés par leur physionomie et par leur physionomie respective et par leur stratification. On avait parlé de formation, on avait donné l'exemple de formation, donc de physionomie particulière liée donc à une formation herbacée, donc formation halophile, nitrophile, épiphyte, épilite, etc. Donc chacune de ces formations possède une physionomie particulière. Bon. Maintenant, on va parler de la phénologie qui est plutôt liée à des aspects saisonniers. Il existe alors des aspects saisonniers marqués surtout par la floraison d'espèces constitutives. On donne l'exemple des géophytes printanières en forêt caducifoliée. Alors, la floraison de ces géophytes printanières en forêt caducifoliée est caractéristique. C'est-à-dire, on peut reconnaître le groupement végétal grâce à cette floraison. Le rythme des floraisons, finalement, peut être quantifié et représenté graphiquement, et donc il peut être caractéristique de chaque groupement. Le rythme de floraison donc, est caractéristique de chaque groupement. Alors, en ce qui concerne la périodicité saisonnière, c'est une sorte de substitution saisonnière des groupements au même endroit. Donc, nous avons une même localité et elle est occupée par un groupement G1 par exemple en automne. Alors les espèces constitutives de ce groupement vont disparaître puisque ce sont des espèces annuelles. Donc elles vont disparaître, elles seront remplacées par des espèces qui vont apparaître au printemps. Donc nous aurons donc un groupement au même endroit, deux groupements différents qui vont se succéder. Donc, c'est le cas principalement pour les groupements thérophytiques, effectivement, alors qu'ils sont stratifiés et nitrophiles de printemps et d'automne. Donc voilà, on donne l'exemple d'Ordéum et du Conopodium mural. Donc en ce qui concerne les caractères écologiques du groupement, chaque groupement végétal est localisé dans une station. Alors la station, c'est ce milieu particulier dont dépend le groupement végétal, mais que le groupement végétal va pouvoir également influencer. Alors, l'ensemble des conditions stationnelles compatibles avec l'existence d'un groupement détermine son amplitude écologique. Alors, cette amplitude écologique, l'amplitude écologique du groupement végétal est généralement beaucoup plus restreinte, beaucoup plus petite que l'amplitude physiologique d'espèces considérées isolément. Alors, on donne l'exemple du chêne-liège. Dans la forêt de Montmorin, le chêne-liège organise la subérée de la forêt de Marmora sur toute sa superficie. Mais cette subérée est constituée de plusieurs groupements végétaux. Donc finalement, le chêne-liège possède une amplitude physiologique assez vaste. Donc le chêne-liège va se trouver sur toute la superficie de la forêt de Marmora. Mais le groupement végétal, donc chaque groupement végétal a une délimitation précise à l'intérieur de la forêt de Marmora, donc il possède une amplitude écologique plus restreinte. Donc la valeur informative d'un groupement en tant que biotest de l'environnement est de ce fait beaucoup plus précise que celle fournie par des espèces isolées. Donc effectivement, à l'intérieur de la forêt de Marmora, il existe des associations végétales qui sont en très bon état de conservation. Donc, elles donnent une indication sur la qualité des conditions du milieu. Donc, les conditions du milieu donc, sont favorables à une bonne conservation de, de l'association végétale de chêne-liège, donc dans ce milieu. Donc, en ce qui concerne les caractères dynamiques des groupements, alors il faut noter que la dynamique naturelle des groupements végétaux va généralement des structures simples vers des structures complexes. On passe par exemple des groupements herbacés unistrates à des groupements forestiers pluristrates, quand tout va bien.
quand les conditions sont favorables, bien sûr. Donc cette dynamique tend à un état final de maturité. Alors cet état final de maturité euh, se trouve dans des conditions locales, dans des conditions écologiques locales, c'est-à-dire des conditions de sol et de climat déterminées. Cet état final est représenté par le groupement climatique, encore appelé groupement potentiel ou bien climax. Alors, toute dynamique se rapprochant du climax est dite progressive. Toute dynamique qui s'éloigne du climax est dite régressive. Alors, donc, toute transformation du tapis végétal constitue un stade si elle se manifeste par un changement appréciable dans la composition floristique ou par l'extension évidente de certaines espèces. On distingue alors des stades initiaux, des stades de transition et des stades finaux. Donc, je répète, donc, on parle de stade quand la transformation du tapis végétal est assez considérable. Donc, toujours dans les caractères dynamiques du groupement, on va distinguer les phases. Alors, les phases correspondent à une dynamique interne au groupement. On peut distinguer des phases progressives qui tendent vers la phase optimale du groupement et des phases régressives qui s'éloignent de cette phase optimale du groupement. Donc, dans certains cas, il peut être utile de conférer à certaines phases un statut syntaxonomique comme unité inférieure à l'association, par exemple sous-association. Alors, on distingue en plus les séries dynamiques. Alors, ce sont ces, ces séries dynamiques sont constituées par l'enchaînement et la combinaison de différents stades ou de différents groupements jusqu'à l'état de maturité et d'équilibre. Elles sont donc formées de groupements intermédiaires et d'un groupement final qui est climatique ou permanent. La série est progressive si elle va vers le groupement climatique, elle est régressive si elle s'éloigne de ce groupement climatique dans le cas de cataclysmes naturels ou bien d'actions humaines. Alors, si les conditions édaphiques sont un peu différentes, et s'il existe des différences dans les stades pionniers, on peut distinguer des sous-séries. Pardon. On peut distinguer des sous-séries quand les conditions édaphiques sont différentes. Alors, le bloc diagramme suivant montre le principe des séries de végétation. Je vais prendre le pointeur laser et j'espère qu'il va apparaître sur la vidéo. Alors, nous avons ici une vallée. Donc, c'est le versant d'une vallée en fait. Voilà, c'est le versant d'une vallée. À gauche, nous avons un plateau avec un sol limoneux. Sur la pente, nous avons un sol caillouteux, peu profond. Et sur le fond de la vallée, nous avons un sol alluvial, profond. Alors, pourquoi le sol ici est peu profond? Pourquoi il est caillouteux? Parce qu'il subit une forte érosion à cause de la pente. Donc le sol, les particules de sol qui sont lessivées sont entraînées vers le fond de la vallée. C'est pour cela que sur le fond de la vallée, le sol est alluvial et profond. Alors, sur le type de culture installée sur le plateau, sur, le, sur la pente et sur le fond de la vallée, le type de culture est différent. Alors, sur le plateau sont installées des cultures de céréales.
Sur la pente est installée une culture de vigne, une thalia. Sur le fond de la vallée sont installées des cultures maraîchères. Alors, au cas où ces cultures sont abandonnées, alors considérons que ces cultures sont abandonnées, que va se passer, que vont devenir ces zones? Alors, ces zones vont évoluer vers des friches ou des pelouses. Alors, voilà, si ces cultures sont abandonnées, elles vont être remplacées par des stades de dégradation arbustifs. Alors, les stades de dégradation arbustifs correspondent à des friches, ou bien à des stades de dégradation herbacées qui correspondent à des pelouses. Alors, ce milieu peut rester à l'état de friche ou de pelouse de manière indéfinie si il subit une forte action de pâturage. Alors, si l'évolution progressive est possible, c'est-à-dire en absence de pâturage et en absence d'action humaine, dans le cas où l'évolution progressive est possible, des landes vont s'installer dans ces zones. D'accord? Des landes vont s'installer dans ces différentes zones. Et ces landes seront différentes dans les trois cas. Alors, les landes au niveau du plateau seront différentes des landes au niveau de la pente et seront différentes des landes au niveau du fond de la vallée. Donc, voilà, donc ils vont donc ces landes, si tout va bien, si les conditions sont favorables encore, ici tout va, ici on est en fait en absence d'action humaine encore et d'action du pâturage aussi. C'est ce milieu, donc ces landes vont évoluer progressivement vers un état, vers un stade boisé, vers une formation boisée. C'est-à-dire des arbres vont pouvoir s'installer, vont pouvoir donc voilà s'installer. Donc nous allons avoir trois types de forêts. Hein. Donc une formation forestière, la formation forestière au niveau du bois, au niveau au niveau du plateau, est différente de celle au niveau de la pente et est différente de celle au niveau du fond de la vallée. Donc finalement ici, nous avons trois séries évolutives. Il se produit donc trois évolutions parallèles, correspondant à trois séries évolutives. Donc sur le plateau, la pente est dans, dans le fond de la vallée. Nous allons noter trois types d'évolutions différentes. Donc ces séries ou bien ces évolutions sont constituées chaque évolution est constituée d'une succession de stades physionomiquement analogues, donc une succession de stades physionomiquement analogues mais floristiquement distincts et qui constituent trois séries finalement. Donc trois séries évolutives. Donc une première série évolutive sur le plateau. Elle commence par des cultures, par des friches ou pelouses, landes, bois. Donc, mais les cultures ici sont différentes. Les friches ou pelouses qui vont remplacer les céréales sont différentes. Les landes qui vont se développer à partir des friches ou pelouses qui se sont développées à partir d'un sol qui était occupé par les céréales seraient différentes et le bois également différent. Donc le bois, donc la formation forestière donc, sur le plateau est différente de celle sur la pente, différente de celle sur le fond de la vallée. Ici, sur le fond de la vallée, le sol est très riche. Hein, donc c'est une formation forestière adaptée aux conditions du milieu. Hein, chaque formation. Donc on continue avec toujours ce bloc diagramme. Ce que je voulais vous montrer et que je n'ai pas pu avec l'autre diapositive, c'est que ici nous avons trois séries évolutives. Alors voilà,
trois séries évolutives. Alors, ici, donc, ce que je veux vous montrer, c'est que, alors, normalement, cette zone-là, c'est la même que celle-ci, c'est la même que celle-ci, c'est la même que celle-ci. Mais elles vont subir, donc c'est une évolution dans le temps. La série évolutive, elle est normalement dans le temps, c'est-à-dire dans un même point donné, hein, il va y avoir une succession de différentes formations végétales. Donc culture, après nous aurons des friches ou pelouses, après des landes, et puis des formations forestières, hein, sur la même zone, sur la même zone. Donc la série évolutive est finalement une dynamique de la végétation dans le temps. Donc la série évolutive 1 sur le plateau, la série évolutive 2 sur le, la pente et la série évolutive 3 sur le fond de la vallée. Donc les conditions du milieu sont différentes, hein, et donc les évolutions, hein, sont différentes. La progression de la végétation est différente. Donc ici, c'est juste une récapitulation de tout ce que j'ai dit en ce qui concerne le bloc diagramme.